Nous allons parler aujourd'hui des propriétés physiques en chimie. Lorsqu'on parle des propriétés physiques de la matière, on peut les regrouper en deux grandes catégories. La première, on appelle ça des propriétés physiques qualitatives, et après, nous allons regarder les propriétés physiques quantitatives. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on parle des propriétés physiques, ce sont des propriétés que nous pouvons observer sur la matière autour de nous. Donc, par exemple, ici, j'ai un morceau d'aluminium. Oups, je viens de frapper ma tasse de café. Nous pouvons avoir des lunettes comme ceci avec différentes matières. On peut avoir du vinaigre comme ceci. Donc ici, on a de la substance. Alors on a des liquides, des gaz et on peut même avoir des solides. Donc solides, liquides et gaz. Excellent. Donc lorsqu'on parle de ceci, on peut les observer de plusieurs façons. Donc lorsqu'on prend les exemples de chimie, propriétés physiques qualitatives, ici, ils sont observés par nos sens. Lorsqu'on regarde les cinq sens, on a nos yeux qui peuvent voir avec la lumière. Ça veut dire qu'on peut voir les différentes couleurs. On peut voir, par exemple, que le métal ici, il est gris très clair. J'ai ici ma tasse qui est ici blanche, ou ma souris qui est noire comme cela. Donc, on a une variété de couleurs et on peut voir cela avec nos yeux. Il y a aussi avec les odeurs, donc le nez. On appelle ça l'odorat. Donc, lorsqu'on fait une expérience scientifique où nous allons prendre une marche à l'extérieur, vous avez sûrement déjà remarqué que notre nez peut identifier des odeurs, que ce soit les fleurs, dans le vent, on peut remarquer qu'il y a certaines odeurs. Les odeurs sont intéressantes. Si on prend la cuisine, par exemple, dans laquelle on fait toujours des expériences chimiques et donc faire de la nourriture, notre nez et donc l'odorat est très important. Un autre exemple de ceci, nous avons bien sûr les oreilles. Et lorsqu'on a les oreilles, c'est ici l'ouïe. Donc souvent, lorsqu'on fait une expérience chimique ou on est à l'extérieur, on peut entendre des sons. Lorsqu'on ouvre une canette une bouteille d'eau gazeuse, on peut entendre le pétillement du gaz qui s'échappe du liquide. Ça, c'est très intéressant. Et le troisième, bien sûr, c'est avec les mains. Et ça s'appelle le toucher. Donc, avec le toucher, avec les doigts, on peut ressentir plusieurs choses. Si j'ai mon efface ici, je peux savoir que c'est doux du point de vue plastique ici, et ça a une différente texture de l'autre côté. Nous pouvons avoir ici mon cylindre d'aluminium qui est très doux ici. Nous pouvons voir un exemple ici d'améthyste, et cette améthyste est très rugueuse à cause des cristaux et des minéraux ici sur le dessus et le dessous de la roche. Donc ça, c'est à considérer. On mentionne ici qu'il y a un état. Nos mains peuvent voir si c'est un liquide ou un solide. Avec les gaz, souvent notre nez peut faire une remarque. Ça peut être les textures. Est-ce que c'est doux, c'est délicat, c'est rugueux? Le lustre, ici, ça, c'est avec les yeux. Est-ce que l'objet a tendance à réfléchir à la lumière? Donc, est-ce que c'est lustré ou c'est mat? C'est quelque chose qu'on peut remarquer. Et le deuxième, c'est la malléabilité. La malléabilité, voyons voir si je peux donner un exemple. Voilà. Si j'ai un petit reçu comme ceci, je peux le chiffonner comme ceci, ça ne change pas la propriété et je peux le tirer comme cela. On peut le faire avec le papier, on peut le faire avec le papier d'aluminium, par exemple. Donc, ce sont des choses qui sont observées. C'est ici avec les sens. Il y a un instant, j'ai parlé qu'il y a 5 sens. Par contre, lorsqu'on prend du cinquième qui est le goût, ça c'est avec notre bouche. On peut le faire dans la cuisine si on mange de la nourriture. Par contre, si on est en laboratoire, il ne faut jamais, jamais, jamais goûter
ce qu'il y a dans le laboratoire, parce que ça peut être dangereux pour notre santé, ça peut être toxique pour vous, un poison. On ne veut pas avoir de difficultés du tout. Donc, dans un laboratoire, on veut utiliser les 4 sens, sauf le goût, qui est notre 5e, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés physiques qualitatives. Ce sont des adjectifs, ce sont des qualités. Ça, je peux écrire le mot ici, ça peut aider. Ce sont des qualités. Comme deuxième partie de notre vidéo, nous allons voir les propriétés physiques qu'on appelle quantitatives. Lorsqu'on parle de propriétés physiques quantitatives, ça, ce sont des observations qu'on peut faire, mais avec lesquelles on peut mettre une quantité. On va voir quantité. Maintenant, ça, c'est important parce que on peut mettre des quantités qui sont mesurables avec des outils qui peuvent être répétés par différents types de personnes, différents types de scientifiques, et les résultats devraient être, à conditions similaires. Donc, par exemple, si on prend la viscosité, ça, c'est l'habileté d'un liquide de pouvoir bouger facilement. Ça, par exemple, on pourrait dire le nombre de centimètres par seconde, par exemple, qu'un liquide peut couler sur une surface. Si on a, par exemple, de l'huile dans un moteur, c'est comment est-ce que cette huile peut bouger et circuler la vitesse de façon à ce que le moteur puisse bien être lubrifié et qu'il se soit partout et qu'on se retrouve avec de l'huile qui retourne à la base. Donc ça, c'est un exemple. Lorsqu'on parle de masse volumique, ici, on veut regarder le volume en centimètres cubes par... Non, je me suis trompé. On veut savoir la masse ici par centimètre cube. On peut bien sûr voir quelle est la masse en kilogrammes par ici décimètre cube. On peut même avoir des tonnes par mètre cube. Donc, on a ici, on peut mesurer avec des balances, on peut mesurer avec des règles pour les volumes. En ce qui concerne la solubilité, ça, c'est la quantité de substance qu'on peut dissoudre à l'intérieur d'un autre. Donc, ici, ça peut être par exemple des grammes par litre. Donc, si on regarde ici, nous avons le vinaigre, on a un acide qui se dissout dans l'eau facilement, et donc il n'y a pas de problème. Tout est dissous, on peut voir que c'est un liquide qui est homogène. Si on prend cet exemple ici, on a de l'huile, certaines particules de plastique noir, de l'eau colorée en vert et des petites particules blanches comme ceci. Ça ici sont insolubles. Donc, si on les bouge comme ceci, tout semble mélangé. Voyons voir. Tout semble mélangé, mais c'est insoluble. Donc, dans un instant, vous allez voir, ça va commencer à se diviser. Je vais faire ça comme ça. Voilà. On peut voir ici, l'huile est en train de monter vers le haut. On a les petites particules qui sont noires, qui sont entre les deux. Dans le bas, on a ici les pastilles qui sont blanches. Donc, on a ici des éléments, de la matière qui est insoluble. Donc, c'est une propriété ici. On a aussi le point de fusion et le point d'ébullition. Le point de fusion, c'est lorsqu'on a, par exemple, un métal qui est solide. Si on augmente la température, celui-ci va devenir un liquide. Si nous avons de la glace et qu'on fait fondre la glace, ça va devenir de l'eau. Et si on prend de l'eau et on fait bouillir l'eau, on a ici de l'eau qui va devenir de la vapeur. Et ça, bien sûr, c'est basé sur, ici au Canada, les Celsius. Donc, ce sont les degrés Celsius comme ceci. Si vous êtes à d'autres endroits autour du monde, ça peut être en Fahrenheit, bien sûr. Et certains scientifiques utilisent le Kelvin comme d'autres mesures. Donc, les degrés Fahrenheit comme ceci ou les degrés Kelvin. Tous des possibilités. En ce qui concerne la dureté, donc ici, il y a certains appareils pour mesurer la dureté de certaines choses.
Donc, par exemple, si on prend du cuivre comme ceci, il y a une bonne dureté et il n'y a pas d'interaction avec l'eau, très peu. Ça veut dire qu'on peut faire des tuyaux en cuivre et ça fonctionne très bien. On peut bien sûr faire... Alors ici, j'ai une tige en aluminium qui est rigide. Par contre, si vous avez une canette par exemple, une canette de boisson gazeuse, vous pouvez, après l'avoir bu, c'est très malléable. Et la raison pour cela, c'est que la dureté existe, mais ça dépend de la façon qu'on met les forces. Et ça, c'est calculé parce qu'on veut avoir une certaine pression à l'intérieur de ces canettes. Et en ce qui concerne la conductivité, c'est l'habileté pour des substances de pouvoir conduire l'électricité. Donc, si on prend les fils qui sont dans les murs pour conduire l'électricité, ils sont souvent faits de cuivre, comme ceci. Donc, sont étirés en petits fils. Et je n'ai pas d'exemple ici. Je les ai emmenés à l'école. C'est ça. Et donc, on peut en faire des fils et c'est un très bon conducteur. Maintenant, il y a d'autres métaux qui sont encore meilleurs conducteurs. Et si je montre ici l'exemple avec le tableau périodique, donc si on prend le cuivre ici, qui est un excellent conducteur qu'on utilise dans les fils électriques dans les maisons, ça coûte un peu cher, mais c'est très raisonnable ici. Si on a les grandes lignes de transmission d'électricité, souvent on va utiliser l'aluminium comme métal de conduction. Peut-être que ça conduit un petit peu moins bien, mais c'est beaucoup plus léger, surtout lorsqu'on a ces grandes lignes et les grands fils qui pendent entre les pylônes. Donc, si on a le cuivre ici qui est un excellent conducteur, si on descend ici, l'argent est encore meilleur. Et l'or ici est un fantastique conducteur. Il est encore meilleur que le cuivre. Par contre, il faut penser au coût. Le coût de l'or est beaucoup plus grand que le cuivre. Donc, on utilise le cuivre comme conducteur électrique. Et on peut utiliser des multimètres comme ceci pour mesurer le courant qui passe dans un fil ou même la résistance de celui-ci. Donc, on peut mesurer ici la résistance en ohms, le courant en ampères. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser l'or? Si on est pour faire un téléphone intelligent qui coûte, je ne sais pas, 300, 600 ou 1200 $, on veut qu'il y ait les meilleures connexions possibles. Si on a un ordinateur super performant, on veut mettre un satellite dans l'espace qui coûte 20 millions de dollars, aussi bien mettre les meilleurs matériaux. Donc, on utilise l'or souvent dans cela. Donc, la conductivité est importante pour celui-là. Ça, c'est la différence qu'on a en chimie en ce qui concerne la chimie et les propriétés physiques. Et bien sûr, il y a des propriétés qui sont qualitatives et d'autres quantitatives.